Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Sur base de quoi l'ingénieur peut bien maîtriser le ferraillage de la semelle isolée. Comment maîtriser l'alertir des plombs. Comment l'ingénieur peut comprendre le nombre de barres qu'il faut placer au niveau de la nappe inférieure. Comment l'ingénieur peut compter facilement le nombre de barres à réaliser. Comment l'ingénieur peut faire afin d'obtenir le diamètre des barres à utiliser pour les cas d'une semelle isolée. Les amis, nous allons continuer encore une fois de plus nos séries de formations sur Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci de votre fidélité les amis. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos contenus, partagez ainsi que commentez. Nous allons continuer toujours sur le même projet, le bâtiment R+5, le pack complet des calculs de structure à la main, qu'on avait donc commencé déjà ensemble avec vous, du début jusqu'à ce stade. Hier, j'avais travaillé puis j'ai posté déjà sur la chaîne YouTube. À ce qui concerne le chapitre 4, je crois que c'est aujourd'hui que j'ai posté le chapitre 4 sur la fondation. Dans ce chapitre, vous serez donc à mesure de bien maîtriser, comprendre d'abord sur base de quoi l'ingénieur peut dimensionner une fondation, quels sont les éléments nécessaires à en tenir compte avant de passer directement au dimensionnement, par où l'ingénieur peut commencer de A à Z. Les amis, comme je le dis chaque fois, le calcul des structures, c'est très important pour un ingénieur BTP, puisque sans les calculs des structures, en tout cas, vous aurez des cauchemars. Puisque l'idée est que vous puissiez maîtriser d'abord les calculs des structures à la main, pour vous rendre de plus en plus autonome, pour ne pas chercher toujours à dépendre d'une personne à une autre. Vous voyez, puisque comme vous le savez, si vous n'avez pas de connaissances, pendant que vous avez un projet à calculer, vous ne maîtrisez pas les calculs des structures, l'inconvénient est que vous allez toujours chercher à recourir à des personnes qui maîtrisent les calculs des structures, afin de payer de l'argent, et ces personnes pourront donc calculer à votre place. Ce n'est pas du tout mauvais, puisque nous sommes dans un domaine complémentaire. Mais ce n'est pas du tout bon pour quelqu'un qui est ingénieur, ok, de ne pas maîtriser les calculs des structures à la main. Raison pour laquelle, pour essayer un peu d'aider notre communauté, je mets à votre disposition ma connaissance, ce que moi je sais, ce que moi je maîtrise, de manière à ce qu'on essaie un peu de changer, mais aussi que vous puissiez bénéficier de cela. Alors par contre, s'il y a des questions, des suggestions, écrivez-moi inbox, comme toujours, on a l'habitude de faire. Au moment opportun, je vais répondre aux commentaires, tout comme répondre directement via WhatsApp. Les amis, nous allons donc continuer, comme je l'ai dit au début de cette formation. Si vous êtes prêts les amis, let's go. Bonjour tout le monde. Comme je l'ai dit au début de cette formation, au début de mon introduction, nous allons donc enchaîner nos séries de formations sur le pack complet, les bâtiments R+5, calcul des structures à la main. La formation que nous allons faire tout à l'heure, ça sera très courte. C'est juste pour essayer un peu de donner encore une fois de plus une précision, un petit détail par rapport à deux questions que j'ai reçues de mes très chers abonnés. Par où un ingénieur peut commencer afin de dimensionner une semelle isolée? Tout est fonction d'abord du choix. Tout est fonction du choix. L'ingénieur doit savoir comment faire les choix d'une fondation. Mais avant de faire les choix d'une fondation, il ne suffit pas seulement à l'ingénieur de dire que je vais opter pour une semelle isolée ou bien je vais opter pour une semelle filante. Non. Il y a des prérequis qu'il faut tenir en compte. Dans la formation que je viens de la vidéo que j'ai postée, je crois ce matin, sur la partie fondation, vous allez donc essayer un peu de suivre ça de près. Vous allez comprendre qu'il y a eu d'abord quelques points, quelques éléments que j'ai mentionnés avant que nous puissions débuter directement le dimensionnement de la semelle isolée, ensuite une semelle sous poteau. Mais pour cette vidéo, nous allons parler rapidement d'une semelle isolée.
dès que je fais le choix des types de fondations, par exemple, pour ce cas ici, précis, notre choix est porté sur une semelle isolée. Comment maintenant l'ingénieur peut parcourir, peut faire de manière à ce que le dimensionnement soit cohérent et soit bien fait. D'autant plus que vous avez choisi déjà la semelle isolée, voici ce que l'ingénieur est censé déconnaître. L'ingénieur doit maîtriser d'abord le NT ici. Le NT représente tout simplement l'effort normal du dernier niveau. Quand je dis l'effort normal du dernier niveau, c'est-à-dire que par rapport à notre projet ici, c'est l'effort normal du niveau 6. Là, je suis au niveau du rez-de-chaussée. C'est-à-dire, l'effort normal global est de combien? Ça, c'est un élément de détail que l'ingénieur est censé de maîtriser. Deuxièmement aussi, après avoir calculé, bien sûr, les poids ou évaluer justement la longueur, l'ingénieur doit également avoir une idée claire là-dessus. Et puis le fût, le poids du fût doit être connu, ainsi que la profondeur du bon sol. Pour notre cas ici, on avait opté une profondeur ou une hauteur de 2,20 cm. Donc de 2,20 m, ça fait 220 cm. Ce sont des éléments très très importants que l'ingénieur doit d'abord connaître. Après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je passe directement au niveau de l'évaluation. Étant donné que tout est bien compris, je passe directement au niveau de l'évaluation. Les amis, je vais essayer un peu de faire marche en arrière rapidement pour que vous puissiez comprendre par où il faut commencer. Je vais rentrer rapidement d'abord sur la définition par exemple. Voilà. Je viens d'abord sur les calculs de semelle. Pour notre cas ici, je parle bien sûr d'une semelle isolée. Mais néanmoins, lisons d'abord ensemble avec vous la définition pour avoir une idée claire. Sur la généralité, qu'est-ce qu'on dit? La définition. Une fondation se définit comme élément d'un ouvrage qui assure la transmission et la répartition des charges de cet ouvrage dans le sol. Le poids propre du bâtiment, les forces climatiques et surcharges liées justement à son utilisation plutôt. Les fondations d'un bâtiment représentent un enjeu essentiel de son architecture car elles forment la partie structurelle qui s'oppose au tassement et aux infiltrations. Selon la capacité portante, les forces mises en jet et les tassements admissibles. Les constructeurs, donc je suis à ce niveau ici, le constructeur choisira donc une solution du type de fondation superficielle, semi-profonde ou profonde. Donc, trois types de fondations que les constructeurs, c'est-à-dire l'ingénieur, peut faire directement face, peut choisir. Soit une fondation superficielle, une fondation semi-profonde ou une fondation profonde. Qui diffèrent justement par leur géométrie et leur fonctionnement. En dernier recours, si le sol en place ne possède pas les qualités suffisantes pour qu'on puisse y fonder l'ouvrage, des techniques de renforcement des sols sont utilisables. Je passe rapidement sur les types de fondations. Les fondations varient donc selon la qualité du sol sur lequel les bâtiments doivent être implantés, ainsi que selon la nature et la taille du bâtiment. Il est fortement recommandé que ces sols soient de bonne portance et peu sujets du tassement. C'est parmi les recommandations. Si vous avez déjà un sol qui a donc une capacité portante bien recommandée, et puis aussi il n'y a pas des enjeux à ce qui concerne les tassements, c'est déjà un atout pour un ingénieur, pour bien faire le choix de la fondation. L'ingénieur chargé justement de l'étude des types de fondations et du niveau d'assise d'un ouvrage est un ingénieur géotechnicien. Il existe donc 4 catégories de fondations. Vous avez premièrement les fondations superficielles. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant dans le type de fondations superficielles? Lorsque les couches de terrain capables de supporter l'ouvrage sont faibles, premièrement, sont donc à faible profondeur. On a par exemple
les semelles isolées, sous poteau, les semelles filantes, sous mire et les radiers. Deuxièmement, vous avez dans les fondations profondes, c'est lorsque les couches des terrains capables de supporter l'ouvrage sont à une grande profondeur. Là, directement, on peut penser à une fondation en puits ou soit une fondation en pieux. Troisièmement, vous avez les fondations spéciales, c'est-à-dire colonnes ballastées. Il s'agit donc des colonnes pierre, des graves, ciment, qu'on les intègre dans le sol et sous des semelles isolées, par exemple. C'est-à-dire les semelles isolées peuvent venir au-dessus. Et puis vous avez les fondations superficielles ou radiées. L'emploi d'un radier se justifie lorsque la contrainte admissible à la compression du sol est faible. Ça, c'est parmi les éléments. Ou bien si vous êtes aussi dans un sol, un terrain super inondable, c'est parmi les éléments qui peuvent faire de manière à ce que vous puissiez penser à un radier général. Que le bon sol est situé en très grande profondeur, les autres types de fondations transmettent au sol justement des contraintes très élevées. L'air total de semelles est supérieur par exemple à la moitié de l'air du bâtiment. Le charge apporté par l'ensemble du bâtiment, ne risque pas d'entraîner des tassements différentiels incompatibles. Vous voyez, donc c'est parmi les éléments qu'il faut tenir compte. Le ferraillage d'un radier est particulier. Les aciers tendus se situent en partie haute de la dalle. Les points d'appui deviennent de mire. Les longrines de redressement situées donc au droit des ouvertures et les longrines. Il existe donc 4 types de radiers. Vous avez premièrement les radiers dalle plat, le plus courant, les radiers nervurés, les radiers champignons sous poteau, et puis vous avez également ce qu'on appelle les radiers voûtes. Alors selon la hauteur d'encastrement 2, c'est-à-dire l'épaisseur minimale de terre qui se trouve au-dessus de la base de la fondation, et justement dans la largeur de la base B. On peut donc définir les fondations comme étant superficielle si 2 est inférieur à 1.5 multiplié par B, et semi-profonde si 1.5 multiplié par B inférieur à 2, inférieur à 5 multiplié par B, et profonde si 2 est supérieur à 5, point B. Alors par rapport à notre choix, comme vous avez dit, donc le choix du type de fondation portée, là nous parlons directement d'une semelle isolée. Alors, étant donné que tout est dit, maintenant, ce qu'il faut faire, vous serez contraint de faire maintenant l'évaluation de charge. Sur l'évaluation de charge, les amis, voici par où commencer. Premièrement, je valide d'abord la charge du fil, Donc la section du fil obtenue ici est de 40 fois 50. Le 2.20, ce n'est que la profondeur. Ce n'est que la profondeur justement du bon sol ici. Le 1.5, c'est la pondération. Vous calculez jusqu'à tel point que je trouve le poids dont le P phi égale la valeur que vous voyez ici. La deuxième des choses à faire, c'est quoi maintenant? Il faut calculer maintenant la charge totale. Le NT, la charge totale, donc ça sera tout simplement la descente des charges du dernier niveau. Le NI6 plus le poids de longrine par rapport au RC, le RB plus le P de phi. Vous évaluez, puis je trouve directement le NT max. Là maintenant, vous passez directement au prédimensionnement. C'est là où j'ai reçu aussi un peu de questions. Je reçois généralement beaucoup de questions à ce sujet. L'ingénieur, comment on prédimensionne une semelle isolée, par où il faut commencer. Voici les amis, un détail important à connaître. La première des choses, l'ingénieur doit savoir d'abord la contrainte admissible du sol. La contrainte admissible du sol en place, puisque ici, je suis en train de calculer à la main. Je calcule à la main. Sur Robot Structural Analysis, vous avez la possibilité, si la contrainte admissible n'est pas connue, mais néanmoins l'ingénieur a une idée claire à ce qui concerne la stratification du sol, c'est-à-dire les différentes couches du sol en place, l'ingénieur peut calculer d'abord ce qu'on appelle la contrainte calculée. La contrainte calculée. La contrainte calculée est fonction justement de la descente des charges du bâtiment. Si par contre que le prédimensionnement a été bien fait, les chargements aussi ont été bien faits,
les combinaisons et tout ce qui va avec, dès que vous lancez les calculs. Et aussi, il faut noter que la modélisation aussi doit être bien faite. Puisque si par contre que vous avez commis des erreurs au niveau sur la modélisation, allez-y comprendre que la descente des charges aussi ne sera pas correcte. La descente des charges ne sera pas correcte, les amis, puisque la descente des charges est fonction de toutes les sollicitations. C'est-à-dire, y compris les poids propres des bâtiments. Allez-y comprendre que vous n'avez pas bien modélisé les bâtiments, donc, ça ne va pas. OK? Donc, je rentre directement à notre mouton. Alors, si par contre que vous avez déjà la contrainte admissible du sol, par exemple, pour notre cas ici, la contrainte est de 90 newtons par centimètre carré. Déjà, c'est bon pour moi. Connaissant la contrainte admissible du sol, connaissant justement donc la section des poteaux ou de la colonne dimensionnée ou prédimensionnée, c'est-à-dire le BX, B X et B Y, et ben je peux directement donc prédimensionner la fondation. OK, dans la semelle isolée. Puisque ce que je cherche ici, je cherche maintenant le grand BX, qui est justement la base de la semelle, et le grand BY, qui est justement dans la hauteur de la semelle. Donc c'est pour dire que la section de la semelle qui n'est pas encore connue. Regardez comment il faut procéder. Ici, ce n'est que la mathématique. Je vais poser. Étant donné que mes inconnus, c'est le BX et BY que je cherche. C'est-à-dire, je prends BX sur BY, sera égal à BX, donc petit BX, sur petit BY. Le BX ici est connu, ce n'est que la base. C'est la section en fait du poteau. C'est la base du poteau. Le BY min aussi est connu. Donc, je tire directement le BX. Je commence d'abord par BX. Comment trouver maintenant BX? Donc, BX sera égal à BI, donc petit BX, multiplié par grand BY sur petit BY. Je pose ça comme première équation. OK? C'est simple, les amis. Alors, je continue. Connaissant maintenant cette relation, nous le savons très bien. Comment on calcule la contrainte? La contrainte n'est rien d'autre que l'effort normal dans le N sur la surface, dans la section. Vous voyez? Donc, je pose d'abord cette relation, la contrainte. Donc, connaissant cette relation, contrainte égale à N sur S, d'où la contrainte pour moi est connue. Donc, la contrainte du sol doit être supérieure ou égale à la contrainte totale. Dès que je tire maintenant, la contrainte admissible du sol sera égale à NT, ok, donc qui sera dans l'effort normal total, sur le S qui est bien sûr la section ou la surface. Vous voyez? Alors donc, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je tire maintenant le S. Le S doit être supérieur ou égal à NT sur racine carrée, donc disons comment, la contrainte admissible du sol. Je tire maintenant le BX ici, le grand BX, multiplié par grand BY, doit être supérieur ou égal à NT sur la contrainte du sol. Le BX doit être supérieur ou égal à NT sur la contrainte admissible. OK? La contrainte du sol multipliée par le grand BY. La deuxième équation. Maintenant, je fais la première équation dans la deuxième équation. J'aurai quoi ici? Donc, j'aurai BX min multiplié par BY sur BY doit être supérieur ou égal à NT sur la contrainte du sol multipliée par BY. OK? Là, maintenant, je vais tirer directement BY. Donc, étant donné que ici, je BY, là également, je BY. Donc, j'aurai BY carré doit être supérieur ou égal à BY multiplié par NT sur BX multiplié par la contrainte du sol. Maintenant, BY ici sera égal à quoi? Donc, BY doit être supérieur ou égal aux racines carrées de BY multiplié par NT sur BX multiplié par la contrainte du sol. Maintenant, je vais rentrer rapidement ici. D1 maintenant. Première équation. D'où BX sera égal à BX min multiplié par BY max sur BX BY min. Je tire maintenant BX, j'aurai quoi ici? Donc BX doit être supérieur ou égal à BX sur BY, racine carrée de BY multiplié par NT sur BX multiplié par la contrainte du sol. Donc ceci implique que BX doit être supérieur ou égal aux racines carrées de BX carré multiplié par BY multiplié par NT sur BY carré multiplié par BX multiplié par la contrainte du sol. Je tire maintenant, ceci implique BX doit être supérieur, ok, ou égal aux racines carrées de BX multiplié par NT sur BY multiplié par la contrainte du sol.
Voilà maintenant la formule qui pourra m'aider donc à trouver directement la base, ok, dans le BX. Alors, à partir d'ici, je remplace directement, donc je remplace BX par sa valeur, donc la base du poteau est de 25 cm, donc ça fera 25, multiplié par NT sur la section. Donc sur 35, multiplié par la contrainte du sol. Ok? Ceci implique donc BX sera égal à 119, que j'arrondis donc à 130 cm. Là, c'est bon. Maintenant, je viens également ici pour le BY. Le BY, on avait déjà calculé ça, c'est ça, donc je peux que remplacer. Je remplace maintenant le BY ici, donc BY, c'est la hauteur justement de la section du poteau, 35 multiplié par NT, sur 25 multiplié par 90, qui est la contrainte. Je trouve maintenant le BY égal à 180 cm. C'est bon jusque-là. Maintenant, il faut calculer également la hauteur, les HT, la hauteur, c'est-à-dire l'épaisseur ou la hauteur de la semelle, l'épaisseur de la semelle. La formule, c'est BX moins BY sur 4 plus 5 cm. Dès que je remplace ici, je trouve 31,25 et j'arrondis pour avoir justement l'épaisseur de 35 cm. Là, c'est bon à ce qui concerne le prédimensionnement. J'ai donc toutes les dimensions nécessaires pour dimensionner rapidement donc la semelle isolée. Là, c'est bon. Maintenant, je passe rapidement sur les dimensionnements. Comment maintenant je vais faire pour dimensionner la semelle isolée, les amis? Alors, déjà, je vous avais dit au début de cette formation, je crois lorsqu'on avait vu le chapitre 0, c'était le généralité. Je vous avais dit que l'ingénieur doit maîtriser d'abord des éléments très importants, c'est-à-dire c'était le liste des symboles, mais aussi les abréviations. L'ingénieur doit bien maîtriser ça. Puisque si par contre que vous maîtrisez déjà le liste des symboles, vous avez aussi une idée claire à ce qui concerne les abréviations, ça sera beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus simple pendant que vous allez dimensionner vos éléments porteurs. Ok? Puisque dès que vous voyez déjà le FX, vous savez s'il s'agit de quoi. Ou dès que vous voyez par exemple le AX, vous savez directement s'il s'agit de quoi. Mais déjà en amont, si vous avez des soucis à ce qui concerne par exemple la maîtrise des symboles et des abréviations, ce n'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas bien puisque vous n'allez pas parler un bon langage comme vraiment un ingénieur. Donc, un ingénieur doit se comporter bien pour ne pas qu'on puisse avoir l'impression que l'ingénieur ne maîtrise pas la norme ou bien l'ingénieur ne maîtrise pas ce qu'il faut. Vous voyez? Donc là maintenant, je vais calculer, je vais directement dimensionner. Je commence d'abord à calculer d'abord le FX ici. La formule est simple. C'est-à-dire quoi? J'aurai tout simplement l'effort normal, c'est-à-dire le NT multiplié par BX moins BX, c'est-à-dire le grand BX moins le petit BX sur 8 multiplié par HT moins 2,1. Je vais remplacer directement, donc je remplace NT par sa valeur, donc, et puis je remplace également la base de ma section de la semelle isolée prédimensionnée, donc ça sera 130, et là je prends ça en centimètres, moins 25. Sur 8, multiplié par 35, moins 5 ici, je trouve la valeur que vous voyez ici. Maintenant, après ça, eh ben, je peux rapidement maintenant calculer la section d'armature ici. Les AX sera égal à quoi? Les FX sur la contrainte A. Donc le FX est là déjà calculé, je remplace sur la contrainte A ici, donc, et au-dessus, je remplace. Et dès que je calcule, je trouve rapidement la section de 22,56 cm². Soit, ça me donne directement combien, donc je trouve rapidement, donc 8 barres devant, ok, pour une section d'armature de 25,12 cm². Ok, donc là c'est clair. Après, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Eh bien, sachant que la section d'acier est connue, maintenant, je peux continuer. En considérant justement les diagrammes, ou les diamètres plutôt, de barres de 16, puisque j'ai opté pour le diamètre des barres de 16, nous avons donc le 2 sera égal à 5 plus 1,6. Ok? Alors, par cette formule-là, maintenant, je suis obligé de faire quoi? Je suis obligé de prendre le 5 que je vais donc additionner, ok? Que je vais donc additionner
rapidement, disons, qu'est-ce que je dis? Je vais donc additionner plutôt avec les 1.6 ici. Dès que j'additionne, regardez ce que j'obtiens ici. 5 plus le 1.6, ça fait 6.6 cm. Et donc, je calcule maintenant aussi le FY ici. Je remplace la même formule ici. Ok, je remplace. Seulement les 5, au lieu d'utiliser les 5 ici comme la valeur de 2,1, je vais utiliser maintenant la valeur de 2,2. Ok, je trouve cette valeur ici. Je calcule également la section d'armature. Ok, suivant la direction bien sûr des Y. Je trouve une section de 32,90 cm². Donc, soit barre de 20, 11 barres de 20, avec justement avec la section d'armature ou d'acier de 34,54 cm². Alors, maintenant, la hauteur du patin, la formule est là, c'est simple. Donc, E doit être supérieur ou égal à 6 diamètres, 6H. Ok, donc ça, ce n'est que le diamètre. Multiplié plus 6 cm. Donc, je prends 6 multiplié par 1,6 plus les 6 cm. Je trouve E supérieur ou égal à 15,6 cm. Donc, je prends 20 cm. Ok? Maintenant, sachant que l'espacement entre deux barres est justement de 15 à 30 cm, d'où voici donc le ferraillage de la semelle isolée dimensionnée. Voici les amis, le ferraillage de la semelle isolée donc dimensionnée. Dans le ferraillage maintenant de la dalle, ici vous avez premièrement la coupe transversale. Alors comment comprendre le plan d'armature d'une semelle isolée? Par exemple ici, à ce qui concerne justement la nappe inférieure ici, vous avez 8 barres de vent. Vous avez 8 barres de vent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barres de vent. Ok? Bien sûr, ça c'est une coupe transversale. Dans l'autre sens, c'est suivant la direction des X et suivant la direction des Y. Raison pour laquelle vous avez vu de l'autre côté, quand j'ai calculé dans la section d'armature, j'ai calculé suivant la section suivant X et la section suivant Y. Justement pour signifier le nombre des barres qu'on aura donc suivant dans le sens des X et dans le sens des Y. Dans l'autre sens là-bas, donc, on aura 11 barres de 20. Ok? 11 barres de 20, puisqu'on n'a pas la section de la semelle dimensionnée n'est pas donc une section uniforme. Donc, en fait, c'est pas un carré. Ok? Donc, c'est un rectangle. Là, ça fait 11 barres de 20. Alors, maintenant, la hauteur ici, la hauteur de la semelle ou l'épaisseur de la semelle est de 20 cm. Mais tandis que les HT, la hauteur totale de la semelle est de 35 cm. Ok? Puisque c'est avec patin. À ce qui concerne maintenant les cadres, vous avez les cadres sont là. Donc, déjà, la hauteur ici est de 2,20 m. Donc, 220 cm. Ok? Ok? Donc, et puis, l'épaisseur, justement, je peux dire comment? L'épaisseur du fil est de 40 cm. Là, c'est la coupe transversale. Venons voir maintenant la coupe AA. Là également, c'est beaucoup plus clair. Vous avez dans la section, de l'autre côté, donc la portée, ou je dirais comment, la section est de 180 x 130, ok? Suivant dans cette direction, comme je l'avais dit de l'autre côté, on a 11 barres de 20, tandis que là, nous avons 8 barres de 20. Vous voyez les amis? Donc c'est comme ça que vous serez à mesure de dimensionner, ou d'abord de prédimensionner, et de dimensionner une semelle isolée à la main. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Donc voilà les amis, c'est que je voulais vous rajouter un petit détail à ce qui concerne la partie, donc le chapitre 4 de la fondation. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous massivement les amis, likez nos contenus, commentez ainsi que partagez. Achetez vos formations les amis, achetez vos formations. Il y a plein de formations que je peux mettre à votre disposition. Donc dès qu'on finit tout ce que nous sommes en train de faire, nous allons maintenant travailler sur Revit Structure. Donc on pourra faire un projet où nous allons commencer du début jusqu'à la fin. Mais pour essayer un peu de me motiver les amis, achetez d'abord mes formations. Achetez le pack complet. Les packs complets ne coûtent pas cher. Achetez le pack complet. Je vais vous envoyer le pack complet. Achetez le livre de Robot Structural Analysis, disponible depuis quelques mois. Ok? Achetez des formations. Comme ça, je pourrais être donc très émis
encore une fois de plus motivé, afin de partager tout ce que je connais, mettre à votre disposition, raison d'aider notre communauté. Excellente journée les amis, au revoir.